le Mali vient d'échapper à un chaos. À un chaos. Parce que le coup d'État préparé par des hommes politiques, soi-disant, vient d'être déjoué. Le Mali est en guerre. Le Mali n'est pas en paix, le Mali est en guerre. Sous le magistère de ces politiciens-là, le Mali n'a pas retrouvé sa quiétude. Sous eux, sous leur magistère, Kidal était occupé. Frères et sœurs, le colonel Assimi Goïta n'avait pas suspendu les activités politiques. Là, ils ont été incapables de faire rentrer Kidal dans le giron du Mali. Le colonel Assimi Goïta et ses camarades, ses compagnons de lutte, ont réussi à le faire. Ils ont voulu passer par les stratagèmes politiques pour pouvoir semer le chaos et faire un coup d'État au Mali. Aujourd'hui, le président colonel Assimi Goïta vient de prendre une décision historique, la suspension des partis politiques. Frères et sœurs, le Mali n'est pas en paix, le Mali est en guerre. Oui, allez-y en Ukraine. Zelensky a dit qu'il n'y aura pas d'élection en Ukraine parce que l'Ukraine est en guerre. Aucun pays ne s'est élevé, n'a haussé la voix ou le ton pour dire que non, ce n'est pas normal. Au contraire, il continue d'avoir des milliards en Ukraine. Mais votre pays est en guerre. Vous parlez de quelle élection? Écoutez ici les raisons de la suspension de tous les partis politiques au Mali, ce qui est normal et légitime. Parce que ces politiciens ont passé le temps à piller le Mali. Ils n'ont rien apporté à ce pays. Et aujourd'hui, ils nous parlent d'élection. Il n'y aura pas d'élection au Mali tant qu'il y a la guerre. On écoute ensemble. Que nous vous donnions quelques explications qui ont poussé nos plus autorités à prendre une telle orientation. Le décret qui vient d'être lu est une mesure police, c'est une mesure d'ordre public dont le but justement est de préserver l'intérêt général. Ce n'est pas un décret qui vise un parti politique en particulier, ni une association spécifique. Donc c'est une mesure impersonnelle, motivée par un certain nombre de raisons. Je voudrais d'abord évoquer des raisons politiques, ensuite des raisons sécuritaires. Il vous souviendra que le 31 décembre 2023, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors de son adresse à la nation, a pris l'initiative d'engager tout le peuple malien autour d'un dialogue direct intermalien. Évidemment, à la suite des événements, nous le savons, le 25 janvier 2024, pour des raisons que vous connaissez, en tout cas raisons suffisamment exposées dans le communiqué numéro 064, numéro 065 du gouvernement de transition, donc les autorités ont décidé de mettre fin à l'accord d'Alger avec effet immédiat. L'objectif recherché à travers ce dialogue direct intermalien, dans un premier temps, c'est de tirer tous les enseignements. Je crois que le chef de l'État lui-même l'a souligné, les enseignements des difficultés que le Mali a eues dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Cet accord, malheureusement, qui contrevenait très largement aux trois principes guidant l'action publique au Mali, à savoir la souveraineté, la prise en compte de nos intérêts stratégiques et de nos choix de partenariat et la prise en compte des intérêts du peuple malien. C'est vraiment un accord qui était en déphasage total avec ces trois principes édictés par le chef de l'État. Évidemment, dans sa mise en œuvre, il y a un comité de pilotage dans lequel se retrouve quasiment l'ensemble des forces vives de notre nation qui ont pour mission justement de mener ce dialogue jusqu'à bon port. Ce dialogue est d'autant plus important que le Mali se trouve dans une phase critique. Je ne vous apprends absolument rien du tout. Les formes de terrorisme que nous avons connues ici, bien entendu, sont des formes qui ont évolué. Dans un premier temps, c'était vraiment un terrorisme qui est mené essentiellement par des acteurs extérieurs. Ensuite, c'est un terrorisme qui s'est amalgamé avec une conflictualité communautaire. Aujourd'hui, cette conflictualité communautaire a suffisamment porté atteinte à la fois à l'unité de notre pays et à la cohésion nationale. Donc je crois que l'objectif recherché à travers ce dialogue, c'est vraiment de régler définitivement le problème de la conflictualité communautaire et subséquemment, c'est le terrorisme. Plus les terroristes sont isolés, plus, bien entendu, leur lutte et leur neutralisation devient facile pour nos forces de défense et de sécurité. Mais malheureusement, dans beaucoup de régions, ce n'est pas encore le cas. Comme je dis, il y a une forme d'amalgame
entre la conflictualité communautaire et le terrorisme. Les illustrations sont légion, nous sommes tous des témoins. Il suffit de voir un peu les camps de déplacés internes ou les camps de réfugiés qui sont à la fois à Bamako ou dans certaines régions et bien entendu dans certains pays voisins. Au moment de mettre en œuvre ce dialogue ô combien important pour notre pays, nous avons nous-mêmes été surpris. Disons, on parle des discussions stériles, en réalité, qui n'en valaient pas du tout la peine d'exister, pour plusieurs raisons. Personnellement, je qualifierais ces discussions de paradoxe du poule et de l'œuf. On n'a pas le temps, disons, de rentrer dans ce genre de détails. Le 25 septembre 2023, par anticipation, je pense que nous avons tenu, par sincérité et en gage de bonne foi, à informer l'opinion nationale et internationale qu'il serait impossible, compte tenu d'un certain nombre d'arguments qui ont été évoqués dans ce communiqué, communiqué numéro 060 du gouvernement de transition, de tenir les élections à date et qu'il y allait avoir bien entendu un léger report. Forcément, le 26 mars, lorsqu'on entend certains acteurs évoquer des hypothèses, comme je dis, qui n'ont pas lieu d'être, des hypothèses prises en charge largement à la fois par la Constitution du 22 juillet 2023, bien entendu par la Charte de la transition. Toutes les dispositions sont claires et bien mentionnées, qu'on n'est pas du tout dans un vide juridique. La transition continue. Maintenant, quelles sont les raisons? Nous avons évoqué un certain nombre de raisons. Le 25 septembre, c'était des raisons techniques que nous avons évoquées. Parce qu'à ce jour, au moment bien entendu de communiquer, nous n'avons que des raisons techniques. La première raison technique, c'était le problème de la base de données RAVEC, que nous avons pu résoudre, vraiment grâce à l'engagement de certains de nos compatriotes. Ensuite, il y avait bien entendu la question de l'adoption d'un certain nombre de textes dérivés qui doivent, disons, rentrer dans le cadre de l'application de la Constitution. Et parmi ces textes dérivés, la loi électorale elle-même doit être relue. Et enfin, bien entendu, le traitement des résultats de la révision annuelle des listes électorales par l'autorité indépendante de gestion des élections. Et ça, on était le 25 septembre 2023. Évidemment, entre-temps, nous avons nous-mêmes été désagréablement surpris que des partenaires, c'est fou le dire, et lorsque vous avez un accord avec un certain nombre d'acteurs, ces acteurs sont vos partenaires. Je pense aux acteurs qui étaient signataires de l'accord pour l'appel à la réconciliation issu du processus d'Alger. Les investigations ont montré que ces acteurs ont pris une part active, une complicité très vive auprès des groupes terroristes qui ont bien entendu entraîné un certain nombre de drames dans notre pays, notamment l'attaque contre le bateau, et bien entendu d'autres attaques terroristes contre certaines garnisons militaires à Tombouctou et dans la région de Gao. Donc forcément, bien entendu, grâce à l'engagement et à l'abnégation du chef de l'État, chef suprême des armées, et à nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, il y a un certain nombre de localités qui ont été prises, vraiment prises par nos forces, dont le couronnement, en tout cas l'un des tournants majeurs, a été l'occupation de la base de Kidal, de la région de Kidal, le 14 novembre 2023. Il vous souviendra également comme gage de bonne foi, le 31 décembre 2023, lorsque le chef de l'État annonçait l'initiative du dialogue intermalien, l'accord d'Alger était toujours en cours. Donc, juste pour vous dire qu'en fait, la transition a des dynamiques. Donc, forcément, lorsque vous avez des dynamiques, vous êtes constamment obligé de vous adapter pour prendre en compte certaines réalités. Aujourd'hui, comme je dis, les conditions dans lesquelles cet accord a pris fin, en fait, vous le savez, je dis, c'était un accord qui était devenu un instrument géopolitique entre les mains d'un certain nombre d'États, chose qu'on ne pouvait pas accepter, en tout cas dans le cadre des nouvelles orientations souverainistes de notre pays. Mais entre-temps, il fallait également prendre en compte cette nouvelle réalité. Je dis, lorsque vous parcourez l'accord d'Alger, ces acteurs, certains acteurs, pas tous, certains acteurs qui étaient signataires de cet accord avaient des obligations. Et l'une de leurs obligations était de sécuriser les localités dans lesquelles ils se trouvaient. Lorsque vous avez un partenaire sur qui vous comptez pour organiser des élections, en tout cas, qui a des obligations du point de vue de l'accord, devient subitement un groupe terroriste, forcément, c'est une dimension, c'est une nouvelle donne qu'il faut prendre en compte pour l'organisation de ces scrutins. Et comme je dis, en fait, les évaluations sont en cours. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas, soyez sûr que les forces de défense et de sécurité
et sous le leadership de nos plus hautes autorités, ne ménagent aucun effort pour que l'État puisse assurer pleinement sa présence sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'était un peu l'argument politique. Donc, comme je dis, l'argument développé par certains acteurs politiques n'ont pas lieu d'être. Je pense que ces acteurs eux-mêmes le savent pertinemment. Je vous donne vraiment un exemple c'est basique. Lorsque vous avez une séance de travail avec un partenaire qui est prévu, je donne un exemple, aujourd'hui nous sommes le mercredi, qui est prévu le jeudi ou le jeudi prochain à midi, et qu'une semaine à l'avance, par aimabilité, par transparence, vous prévenez cet acteur que le jour J qui était prévu pour cette réunion, qu'il y aurait certainement un léger report, et que cet acteur attend ce jour J, donc c'est le jeudi à midi, pour dire que finalement que la réunion n'aura plus lieu. Ce qui n'est pas du tout ce qui a été dit. Comme nous-mêmes, nous avons été surpris par des arguments développés. Je ne vais pas rentrer dans ces arguments. Je pense que quelque part, les réponses idoines leur ont été données par d'autres forces politiques, bien entendu d'autres experts. Pourquoi juridiquement, il n'y a pas de vide juridique institutionnel. Et 6 mois à l'avance, notre communiqué numéro 060, le communiqué du gouvernement de la transition, est suffisamment éloquent. Tous les arguments ont été développés. Les acteurs savaient très bien que les élections n'allaient pas se tenir, en tout cas en mars 2024. Et nous l'avons dit en toute transparence, compte tenu d'un certain nombre de difficultés. Ceci dit, le danger, en tout cas l'un des arguments ayant poussé nos plus hautes autorités à prendre cette mesure de suspension des activités à la fois des partis politiques et des associations qui ont des activités politiques, s'explique essentiellement par la nécessité de maintenir un climat de sérénité. On ne peut pas mener un dialogue aussi crucial que l'est aujourd'hui le dialogue direct intermalien dans la cacophonie et dans la confusion. Je m'explique. Les partis qui sortent, qui développent des arguments juridiques qui ne tiennent pas du tout sur la route, et nous le savons, et forcément seront répondus par d'autres forces, et qui ont des arguments, bien entendu, qui ont des arguments légitimes, qui ont des arguments juridiques qui sont évidents. Mais ceci dit, tout cela amène quelque part une forme de polarisation de notre société. Il ne faudrait pas que la société soit polarisée autour vraiment d'idées qui n'en valent pas la peine. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le plus important, c'est de faire l'union sacrée autour de ce dialogue national direct intermalien. D'ailleurs, c'est le seul dialogue que nous avons, c'est la seule initiative que nous avons. Il n'y a pas d'alternative. Donc on ne peut pas accepter que des forces politiques, pour une raison ou pour une autre, prennent en otage une initiative aussi salvatrice pour notre pays. Ça, c'était l'argument politique. L'argument sécuritaire, je pense qu'il a été très clairement dit que la prise de Kidal, je pense que le chef de l'État lui-même, dans son message adressé à la nation, après le 14 novembre 2023, a clairement dit la prise de Kidal ou d'autres localités ne signifie pas du tout la fin du terrorisme. Le terrorisme est une menace asymétrique. Bien entendu, nos adversaires, nos ennemis qui sont en face s'adaptent. C'est vrai que quelque temps, ils avaient un mode opératoire à la limite symétrique, parce qu'ils contrôlaient une partie de notre territoire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'ensemble du territoire est contrôlé par nos voyantes forces de défense et de sécurité, mais cela ne demeure pas moins que le terrorisme, comme je dis, c'est une menace et nous devons rester extrêmement vigilants. Je pense que quelque part, toutes les attaques récentes que vous voyez à Kassila ou dans d'autres localités avoisinantes, la capitale, dans d'autres localités frontalières, forcément montrent que l'ennemi, en tout cas, s'est adapté, commence à avoir un nouvel mode opératoire. Et dans ces circonstances, comme je dis, on ne peut pas accepter d'abord que des débats politiques stériles nous ramènent d'où nous venons, d'une situation très compliquée. Nous sommes obligés d'aller de l'avant. Encore une fois, comme je l'ai dit, quelque part, c'est vrai que le dialogue, l'un des objectifs du dialogue national intermalien est de recoudre le tissu social qui a été fortement ébranlé. Il suffit de vous en rendre compte. Il y a certaines localités, malheureusement, où des aspects sacrés, comme le cousinage à plaisanterie, malheureusement, n'existent plus, à cause justement de cette volonté, en tout cas de la part de certains acteurs, de se venger. Quelque part, il est important également, comme j'ai dit, de renforcer la cohésion nationale autour de ce dialogue-là. Donc on ne peut pas accepter uniquement que des forces politiques ou des débats politiques
perturbe ce dialogue. C'est la raison pour laquelle nos autorités ont décidé de suspendre, c'est une suspension, de toutes les activités des partis politiques et des associations ayant un caractère politique. C'est une mesure impersonnelle, au risque de me répéter, qui ne vise pas un parti en particulier, mais il est très important de mettre fin à cette récréation qui sème beaucoup de cacophonie. Vous conviendrez avec moi que pratiquement, après une semaine, on ne parle que de débats stériles. Or, aujourd'hui, comme je dis, le seul débat qui mérite d'être mené dans notre pays, c'est le dialogue national intermalien. Voilà un peu ce que je voulais dire. Encore une fois, à chaque fois que nous intervenons sur la scène publique, essayons d'avoir une pensée profonde pour l'ensemble des victimes de l'insécurité dans notre pays, et surtout pour des localités aujourd'hui qui sont toujours, disons, menacées par l'action de groupes terroristes. Si vous regardez aujourd'hui une localité comme Menaka, il faut impérativement que de temps en temps que l'armée s'implique dans leur ravitaillement en produits de première nécessité. Et pendant ce temps, imaginez un peu l'image que une partie importante de notre population vivant ce genre de difficultés ont de la part de responsables politiques, disons, menant de ce genre de discussions stériles. C'est vrai que, comme je l'ai dit, l'armée a fait un effort incommensurable, un effort immense pour se redéployer sur l'ensemble du territoire national. Nous avons fait un effort immense pour nous sortir d'un certain nombre de pièges, comme l'accord d'Alger, le départ de Barkhane et bien entendu d'autres forces. Il y avait souvent des agendas cachés dans notre pays. On ne peut pas accepter, honnêtement, que des acteurs nous ramènent dans ces expériences très douloureuses. Donc, nous sommes obligés d'avancer en communion. Je voudrais également profiter de ce point de presse je sais que la presse, vraiment, vous avez fait de votre mieux, en comptant encore une fois sur vous pour transmettre le bon message. Il est important qu'on se retrouve autour de ce dialogue direct intermalien, comme je dis, qui constitue aujourd'hui le seul dialogue. Nous n'avons pas deux autres dialogues. On ne peut pas accepter, comme je dis, que d'autres personnes, disons, nous entraînent dans des discussions totalement stériles.